Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Je suis avec mon ami Pablo Michelot, rédacteur en chef du magazine L'Encre Noire. Ensemble, nous allons accueillir notre invité du jour, Jean-Marc Diop, chef pâtissier étoilé, 1 étoile au guide Michelin et 5 étoiles pour le relais Château Ressort in Burgundie en Franche-Comté en France. Bonjour Pablo. Bonjour Carole. Bonjour Monsieur Diop, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Bonjour Carole, bonjour Pablo. Alors Monsieur Diop, quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir? Femme et pouvoir, c'est la féminité, le pouvoir qui est, un titre ou un artifice qui est à l'heure actuelle en grande partie entre les mains masculines. Donc en fait, on est sur quelque chose de tendancieux, sur lequel en fait s'exercent, je pense, quelques rapports de force dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir alors? Le mot pouvoir, ça a plusieurs connotations. Je pense que c'est un peu lié au contexte dans lequel on le visualise. Comment dire? Le pouvoir en fait a plusieurs connotations. On peut l'associer à de l'influence. On peut l'associer à, de la force. Donc de la force dans le sens où on exerce une pression en fait ou une domination sur quelqu'un ou sur un groupe. Ça peut être aussi, pour moi, c'est la démonstration articulée en fait de nos actions personnelles face à un individu ou une organisation. Est-ce que cette démonstration ou le rapport de force, comment est-ce que ça se traduit pour vous justement dans votre environnement personnel et professionnel? Je pense que c'est lié aussi à des compromis. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire et de ce qu'on entend dès le départ quand on est lié en fait à cette notion de pouvoir et de la façon dont on veut la faire appliquer et qu'est-ce qu'on veut en tirer en fait. C'est ça, est-ce que dans cette notion de pouvoir, on vient dans le principe de conquérant et de dominance ou on vient dans le principe en fait d'influence. Donc dans le cadre de mon travail, le pouvoir c'est quoi? C'est aussi l'autorité parce que j'ai un statut de chef, j'ai un statut d'influent parce que je suis de par l'action que je vais mener, donc influer sur le mental. Donc là, c'est l'aspect moral qu'on touche. Et sur l'aspect matériel, par rapport à la démonstration que je vais faire de par mes connaissances pour guider et puis amener en fait cet entourage à suivre et à être, je dirais pas soumis, mais à être influencé et guidé par ce que je vais leur démontrer en fait, qui est indirectement le pouvoir que j'ai. Alors, expliquez-nous plus, qu'est-ce que le fameux guide Michelin et que représentent ces fameuses étoiles? Le guide rouge qui, tous les ans à sa sortie en fait, classifie tous les établissements hôteliers donc orientés dans l'accueil de clients, mais sur un segment luxe. Et à côté de ça, en fait, l'activité restauration, sur laquelle, en fait, ils donnent des notifications. Et à côté de ça, en fait, on a, si vous voulez, la partie élitiste qui correspond à l'attribution d'étoiles, 1, 2 et 3 étoiles, qui est le maximum et le summum au niveau des établissements qui sont les plus reconnus dans notre milieu. Je ne sais pas pour votre Sénégal natal, mais au Canada, aucun restaurant n'a figure dans le guide Michelin France. Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que l'explication, elle est à chercher dans l'évolution des rapports qu'a pu avoir le Canada avec le continent européen.
si vous voulez, quand on regarde à l'heure actuelle, le guide Michelin s'affranchit comment dire, de nommer en fait des établissements en Asie. Elle le fait aussi en Amérique, donc aux États-Unis. Certains chefs sud-américains sont aussi répertoriés dans le guide. Si je parle du Brésil, par exemple, avec le chef Atala, qui est spécialisé et reconnu dans le monde pour utiliser en fait les influences amazoniennes, parce que un de ses plats d'ailleurs, comment dire, phare, c'est le risotto qu'il fait et qu'il parfume avec des herbes, et pour laquelle il finit avec une grosse fourmi amazonienne qui est carrément recouverte de feuilles d'or, 24 carats. Donc, si vous voulez, je pense que dans l'histoire et les rapports d'échange qu'il y a eu entre le continent nord-américain, donc canadien, et le continent européen, les liens n'ont pas été assez marqués, assez forts pour permettre en fait cette émancipation culinaire et gastronomique. Dans ce guide-là, est-ce qu'il y a d'autres chefs pâtissiers noirs pour étoiler? Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. En fait, moi, quand j'ai débuté dans le métier, bon, il y avait quelques exceptions culturelles, mais si vous voulez, qui n'avaient pas, on peut dire, percé le plafond de verre, au point d'être médiatiquement visibles. Donc, à l'heure actuelle, sur le guide, on retrouve des chefs d'origine antillaise ou martiniquaise ou quoi que ce soit, mais là, il y a, comment il s'appelle? Il y a un chef franco-malien, dont le père d'ailleurs, je pense, est sénégalais, qui a été l'un des jeunes chefs nommés cette année dans le guide et qui fait sa première apparition. Donc, mais lui, en fait, pratique une cuisine fusion parce que c'est un amateur de manga depuis sa toute petite enfance. Et donc, il a réussi à trouver son créneau de par sa culture héritière manga. Il associe en fait la culture afro et puis voilà, il s'en exprime. Mais c'est marrant, mais voilà, il s'est réapproprié et créé un propre style qui a pu séduire en fait un large public. Donc c'est toute là la magie en fait de sa gastronomie et puis de son pouvoir d'influence, si on revient encore au thème de l'émission. Tout à fait. Mais je crois que c'est aussi ça la magie de la gastronomie, de la cuisine, de l'art de mélanger des ingrédients pour en faire une œuvre d'art en fait, qui puisse toucher le cœur, les émotions d'un grand nombre. Ben, je le dis toujours, hein, c'est en fait le principe de nourriture, surtout qui est axé sur l'acte de tous les jours, en fait, se nourrir. Et puis, de par l'activité qu'on a, ces établissements qui sont là aussi pour offrir cette prestation de service, on est en fait sur le même pouvoir d'influence que la musique. Parce que moi, à mon avis, en fait, ce sont les deux pôles à l'heure actuelle qui permettent de toucher un très large public et automatiquement aussi de créer en fait cette adhérence. Donc c'est ces deux pôles en fait qui ont ce pouvoir d'influence instantané et sur lesquels en fait répondent chez l'humain tout ce qui concerne en fait les émotions et le sens. Et ça je pense c'est à ma connaissance ces deux pôles qui peuvent se permettre d'avoir ce pouvoir-là chez l'individu dans nos sociétés, telle qu'elle soit et quelle que soit la culture ou l'appartenance, la couleur ou autre. Okay. Mais c'est magique. Ouais. Bah, écoutez, sur ces mots de magie, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Hommes et Pouvoir avec notre invité Jean-Marc Diop. Monsieur Diop, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs.
C'est l'occasion pour tous les Canadiens de découvrir de nombreuses contributions que les Canadiens noirs ou leur communauté ont apportées au Canada. En tant qu'Africain français, que vous inspire cette célébration? Beaucoup de choses en fait. Je pense que cette célébration, c'est un peu comme une piqûre de rappel pour certains de notre communauté en fait, qui, de par la situation, le contexte actuel en fait, se retrouvent noyés dans pas mal de choses. Et il est important en fait qu'il y ait parmi nous en fait des gens qui puissent sortir du lot pour rappeler aux autres qui sont juste derrière combien c'est important de continuer d'avancer et d'évoluer. Vous savez, comme un phare en fait sur la pointe d'une côte qui est là en fait de par sa dimension et son action, guider en fait les navires pour éviter qu'ils échouent et leur montrer la voie. C'est ça en fait. Donc cette célébration, je pense, elle est très importante dans les deux sens, c'est-à-dire pour les acteurs qui ont déjà émergé, pour essayer aussi de sensibiliser et de pousser les autres à continuer, et pour ceux qui n'ont pas encore émergé, d'avoir en fait cette notion et cette lueur d'espoir. Que vous inspire le mouvement du Black Lives Matter? Beaucoup de choses parce que je me rends juste compte que malgré le temps qui s'est écoulé, toutes ces décennies, les combats qui ont été menés déjà avec l'abolition de la traite négrière, toutes ces années 1900 aux États-Unis, tous les mouvements, Martin Luther King, qu'on parle en Afrique de Mandela, on en est toujours au même point. Et puis on se dit que le combat se doit de continuer parce que chaque terrain en fait est à combattre et à récupérer. Ce n'est jamais en fait une fin. Et là on parlait de pouvoir, mais de pouvoir dans le mauvais sens, puisqu'en fait c'est juste un principe de domination qui s'applique et qui ne veut pas reconnaître en fait le principe d'équité et une notion très importante qui est celle de l'humanité en fait. Parce que quoi qu'il arrive, on est tous et on est censés tous naître libres et égaux au niveau des droits, au niveau de tout un tas de choses. Sauf que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Mais le plus important dans ce combat, je pense que c'est l'instruction. C'est-à-dire que le savoir, en fait, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la liberté aussi. C'est-à-dire que quand on est instruit, en fait, on est libre. On est libre dans son esprit, on est libre dans sa pensée et dans beaucoup de choses. Donc, tant qu'une grande partie de nos confrères n'auront pas accès à l'instruction et au savoir, ils resteront en fait prisonniers de beaucoup de choses, donc en manque de liberté. Quelle est la réflexion ou le propos le plus sexiste ou le plus raciste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? C'était il y a quelques années. J'étais arrivé, j'ai intégré l'école hôtelière. Au départ, on était 480 élèves et grosso modo, j'étais la seule personne de couleur noire sur les débuts. Il m'a fallu attendre un an pour commencer à avoir peut-être un semblant de diversité arriver, puisque après, c'est intégré quelques Maghrébins. Mais voilà, c'était des débuts assez difficiles. Je ne vous cacherai pas que, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui m'est arrivé, j'ai intégré l'école, les cours avaient commencé depuis 15 jours. Quand j'ai pris donc le train en marche et que j'ai intégré l'établissement et le soir venu, après la journée de cours, donc j'ai regagné l'internat pour prendre possession de ma chambre. On était 4 en fait par chambre dans les dortoirs. Et quand je suis arrivé, quasiment la distribution était faite puisque les cours avaient commencé et débuté depuis 15 jours. Les trois étudiants qui étaient dans la chambre, quand ils m'ont vu arriver, ont quitté les lieux
Et je me revois encore dans le couloir en train de les observer, téléphoner aux parents pour qu'ils mettent une pression au niveau de l'établissement en justifiant en fait le fait que c'était inadmissible qu'ils dorment en fait dans la même chambre que moi. Wow. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelques années après, je me retrouve en plus en plein Massif Central, donc où je devais passer 3 mois sur la saison pour faire en fait la cuisine dans cet établissement qui était auberge. Le chef qui était là, quasiment raciste, m'appelait négro. Le matin, j'arrivais, sa première chose en fait, c'était d'éventrer dans le coin de la plonge un sac de pommes de terre de 25 kilos en me disant « pelle-moi ça négro ». J'avais à peine fini, c'était les oignons. Donc, en fait, vous voyez, je suis passé dans des situations vraiment dramatiques et inadmissibles. Mais à côté de ça, en fait, j'en suis pas mort. Et ma seule arme, en fait, c'était de me dire que quoi qu'il arrive, il fallait que je pousse mes limites de tolérance jusqu'au maximum parce qu'en fait, j'étais en quête de quelque chose. Et cette chose-là, en fait, c'était le savoir qui allait être ma liberté et, si vous voulez, mon chemin de croissance, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, à côté de ça, en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, la problématique, en fait, j'ai dû la prendre à l'inverse. Mmh. Donc, je l'ai contournée et je m'en suis servi, en fait, comme moyen pour pouvoir, en fait, avancer. Et ça a été très rapide, hein, parce que, voilà, je veux dire, tous les soirs, en fait, au lieu de me retrouver dans une situation où je me refermais sur moi-même, je n'avais aucune visibilité, aucune projection, en fait. Non, c'était pas ça. J'avais baissé la garde, donc en fait, j'essayais de prendre les choses positivement, mais à l'inverse de ce qu'elles se présentaient en moi. Ouais. C'est comme si demain, en fait, vous vous retrouvez avec un fournisseur qui tous les jours vous dépose au pas de votre porte, en fait, un sac de pommes de terre pourries. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, je peux rien faire avec ça. Ben non, à un moment donné, renversez la question et dites-vous, d'accord, le fait est que, pour l'instant, je reçois des pommes de terre pourries. Qu'est-ce que je peux en tirer? Une fois que vous commencez à raisonner comme ça, en fait, les perspectives qui s'ouvrent à vous sont quasiment différentes. Et vous allez voir que c'est autre chose que vous allez générer et créer. Oh. Donc, j'ai passé ce cap-là, mais franchement, ça n'a pas duré longtemps parce que, indirectement, il est devenu, si vous voulez, l'objet d'observation autour de moi, par rapport à des gens qui ne comprenaient pas en fait ce qui se passait. C'est un peu comme à l'époque des Jeux Olympiques à Berlin, avec cet athlète américain qui, de par la propagande nazie, en fait, a créé la surprise là où personne ne l'attendait parce qu'il a décroché 4 médailles d'or. Donc tout le monde s'est mis à le regarder, à l'applaudir dans le stade, mais pas comme le noir, mais comme un athlète exceptionnel qui avait fait preuve de démonstration physique exceptionnelle et qui était là honoré de 4 médailles d'or. Mmh. Donc vous voyez en fait où est-ce que ça peut aller très loin quand on se repositionne mentalement à analyser les choses différemment. Que ce que les gens attendraient en vous disant bah, tiens, je vais le plier, je vais le casser, je vais le blesser. Et est-ce que ça pourrait être le message que vous pourriez délivrer aux jeunes qui nous regardent et plus particulièrement à un jeune qui aurait envie, dans quelques années, d'être étoilé comme vous ou qui peut-être est en train de vivre la même situation aujourd'hui? Oui, je pense. En fait, il faut qu'il s'entoure de bienveillance et je pense que si vous voulez, on part du principe qu'un miroir ne reflète que ce qu'on lui présente au devant. Donc, quand vous êtes en face de vous et que vous avez juste un air abattu ou quoi que ce soit, ben, c'est compliqué en fait d'avoir une image positive. Et moi, c'est un exercice que je pratiquais souvent, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi le soir, quoi qu'il arrive, je me tenais devant le miroir et puis j'étais tout le temps en train de me répéter « Je suis Jean-Marc Diop ». Et je suis venu ici, en fait,
pour apprendre la cuisine et pour devenir un chef plus tard. Et ça, en fait, je me le répétais tout le temps en me regardant. Jusqu'à ce que, en fait, j'intègre ce message et que ça rentre dans mon subconscient. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ce qui m'était le plus cher et qui était ma dignité, ben, il ne pouvait pas l'atteindre, en fait. Parce que je travaillais en arrière-plan énormément sur moi-même. Donc, je ne me suis pas laissé abattre, je ne me suis pas laissé humilier, je ne me suis pas laissé écraser ou briser. Et c'est ça, en fait. En tout cas, je pense que ça sera le message et le mot de la fin, parce que malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. C'est passé trop vite. C'est vrai. Il y a encore plein de questions qu'on aurait aimé vous poser, mais malheureusement, Pablo, est-ce que tu aurais un mot pour la fin, pour notre invité, avant que je ne conclue? Oui, j'ai beaucoup aimé cette rencontre-là avec M. Diop. Beaucoup de résilience. Un message pour ceux qui en bavent, comme on dit. Parce que c'est pas toujours simple. Il y a des situations que nous, afro-descendants, on vit qu'il faut passer par là, puis on peut que se comprendre nous-mêmes. Tout à fait. Alors, Monsieur Diop, nous arrivons à la fin de notre entrevue. Vous êtes un homme de pouvoir. Vous êtes dans le guide Michelin France 2021. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot quel est votre super pouvoir? La tolérance et l'humilité. Parfait. Gardez toujours en tête que les choses de demain appartiennent à ceux qui les rendent meilleures. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, où vous êtes confronté, à partir du moment où et partout où il y a de la volonté, en fait, il existe un chemin. Et c'est ça. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Jean-Marc Diop. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité, ce moment de partage. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera peut-être pour débattre sur d'autres points. En fait, voilà. Écoutez, gourmande comme je suis, vous pouvez compter sur moi. Je trouverai le moyen de vous retrouver, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pablo, d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais évidemment sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye.